Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme vous avez pu le constater, je pense, dans les dernières semaines, on a énormément parlé des États-Unis, principalement. Et justement, je faisais un peu un commentaire là-dessus en disant, moi, j'aimerais bien parler effectivement de la France et de l'Europe, mais c'est vrai que dans nos pays, il se passe pas énormément de choses en ce moment, et c'est vrai que toute l'activité vraiment politique et culturelle intéressante, elle est aux États-Unis en ce moment. Donc, il va y avoir les élections en Allemagne qui vont pas être intéressantes. Voilà, tout à fait. Donc je me suis dit quand même, on va faire un peu un all-in sur l'Europe. Je vais mettre tout ce qu'on peut commenter un petit peu en une émission, avec finalement comme thématique principale, l'Europe peut-elle se sauver? Parce qu'on parle du fait que l'Amérique est en train de se sauver. Il y a plein de pays dans le monde qui ont pas besoin de se sauver qui n'ont pas besoin de se sauver et qui vont très bien. Voilà, la Chine, ça va plutôt bien. L'Inde est un pays en croissance. Enfin voilà, il y a plein d'autres pays en croissance dans le monde. Et l'Europe, nous, on est un petit peu dans un cycle inversé où nous fûmes grands, nous fûmes immenses même, mais en ce moment, ça va pas fort. La France, on est en récession de manière officielle dans notre dernier trimestre là, de 2024. Figurez-vous que c'est la même chose aussi en Allemagne, 0,2% de récession. Voilà, l'Allemagne qui repose énormément sur le secteur automobile en ce moment. Le secteur automobile, c'est pas incroyable. Donc voilà. Et puis aussi, je voulais faire le lien un peu entre les États-Unis et puis l'Europe, parce que on dit souvent que ce qui arrive aux États-Unis se répercute derrière, alors parfois avec plusieurs années de retard, en France et en Europe. Est-ce que vous pensez que c'est un présupposé qui est vrai ? C'est un peu vrai du côté culturel, où les imbécilités américaines se répandent assez vite en France, comme on l'a vu au moment du wokisme ou dans le reste de l'Europe. Ouais. C'est pas vrai dans le reste, parce que par exemple, il y avait les frères Kagan qui avaient publié un bouquin. Les frères Kagan, c'était des néocons absolument désastreux qui ont fait la politique extérieure des États-Unis depuis une trentaine d'années. Là. Ils disaient les États-Unis sont de Mars, l'Europe est de Vénus. Par là, ils voulaient dire que les États-Unis étaient et voulaient rester une puissance militaire, et que l'Europe avait abandonné toute velléité de se défendre ou d'attaquer qui que ce soit. Mmh. Et donc, si j'ose dire, si les États-Unis faisaient quelque chose de bête et de lâche, l'Europe l'admettait immédiatement, mais le côté militariste des États-Unis, on ne peut pas dire qu'il a été réexporté en Europe, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. On a abandonné nos... Et quand la Grèce, après Alexandre le Grand, s'est abandonnée à Rome militairement, en quelque sorte, qu'elle a laissé sa souveraineté militaire, eh bien, la Grèce a continué à vivre quelque temps culturellement, mais elle a disparu complètement politiquement, quoi. Ça a été fini. Les Grecs ont été remplacés par l'Empire romain. Donc, ce qui me semble tout à fait évident, c'est que l'Europe a décidé, il y a, je sais pas, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, j'imagine, de cesser d'essayer d'être un acteur dans l'histoire du monde. Ils ont dit, maintenant, on veut juste sortir de l'histoire. Et ça, ils y sont très bien arrivés. Ouais. Parce que c'est vrai que, alors effectivement, culturellement, il y a des modes qui passent, et vous avez cité le wokisme. Évidemment, le wokisme a d'abord eu une grosse influence aux États-Unis avant d'arriver en Europe, un petit peu tardivement, même si c'est arrivé quand même assez vite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt sur la queue de distribution, enfin sur la fin du wokisme aux États-Unis, et ça n'a pas l'air d'être autant le cas en Europe. Donc on voit qu'il y a une sorte de décalage. Après, le temps nous dira si on est vraiment sur la fin du wokisme aux États-Unis, mais c'est vrai qu'actuellement, ça va pas fort. Et puis, à l'inverse, il y a des modes qui sont pas du tout passés, ou en tout cas pas en France. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait une vague un peu conservatrice et libérale. Reagan, Thatcher, enfin voilà. Ça, c'était en Angleterre. L'Angleterre, ça a toujours été un petit peu à part. Voilà. Et nous, pendant ce temps-là, on avait Mitterrand, quoi. C'était pas la même chose. Non, on était... mais, oui, non, c'est... Et on a eu 3 ans
de libéralisme en France, c'était le gouvernement Chirac, où il y avait, qui a duré donc de 86 à 88. 89, 2 ans et demi. Et là, il y a eu des réformes bien qui ont été faites. Tout à fait. D'ailleurs, on voit la production industrielle repartir, les bénéfices des sociétés repartir. Et puis, au secours, la droite revient et on a réélu cette vieille crapule de Mitterrand. Et on a continué à plonger avec beaucoup de... Pour vous donner une idée des changements, en 80, quand la gauche est arrivée au pouvoir en France, le niveau de vie des Français était supérieur à celui des Allemands. Aujourd'hui, c'est la moitié, quoi. Donc après 50 ans d'imbécilité économique socialiste, on est maintenant, je crois, au 24e rang des pays du niveau de vie dans le monde, alors qu'on était premier ou deuxième. Et ce qui est très étonnant, c'est que finalement, on suit le parcours de l'Argentine, on suit pas le parcours des États-Unis, on suit le parcours de l'Argentine avec 50 ans de différence, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne suit pas les États-Unis à 10 ans, on suit l'Argentine à 50 ans. Mais ça, on le suit avec beaucoup de fidélité, ça. Ouais. D'ailleurs, M. Mélenchon, l'étape suivante, c'est le Venezuela. Oui, effectivement, c'est revendiqué. Son grand homme, Monsieur Mélenchon, le Venezuela, là. Ouais, effectivement. Et c'est-à-dire que, en fait, d'une certaine manière, on en a déjà parlé, 2016 aux États-Unis, c'était presque un... Je voudrais pas dire que c'est un coup de chance, parce que c'était pas vraiment un coup de chance. Il n'y avait pas de doute d'un point de vue électoral, voilà. Mais on avait l'impression que le pays, les États-Unis, était pas encore tout à fait mature, assez mûr. C'est pas qu'il était pas mature, je crois qu'il l'était déjà, mais Trump, qui avait bien diagnostiqué l'espèce de malaise américain là, qui l'a amené à être élu, n'avait pas compris la nature même de ses ennemis, parce qu'il a commencé à gouverner il pensait encore que c'était à droite et à gauche. Et en fait, c'était pas du tout, c'était l'État profond contre le peuple. Mais la deuxième fois, il a parfaitement compris, et ils ont eu un coup de peau, les Américains, c'est que, probablement de façon plus ou moins illégale, ils ont réussi à battre Trump la deuxième fois. Et ça a été une erreur considérable, parce que ça lui a permis de réfléchir pendant 4 ans à ce qu'il fallait faire une fois si et quand il reprenait le pouvoir. Tandis que s'il avait continué, il aurait probablement jamais pu faire tout ce qu'il est en train de faire en ce moment. C'est vrai. Donc ils ont fait une boulette là. Ils ont permis aux gars de se retirer, de réfléchir, de se dire, d'analyser ce qui lui était arrivé et de revenir en force. Et là, ils vont en prendre plein la tête. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, même dans la société, parce qu'effectivement, il y a... Alors déjà, je trouve que l'opposition, elle est quasiment muette aux États-Unis par rapport à ce que c'était en 2016. Il y a pas du tout les mêmes les manifestations dans la rue, les trucs comme ça. Et aussi, d'un point de vue, quand je regarde, par exemple, les sondages d'opinion sur la popularité de Donald Trump, il n'a jamais été, actuellement, là, après une ou 2 semaines de son mandat, il n'a jamais été aussi populaire. Ou bien entendu, mais rien ne vous prouve qu'il n'était pas aussi populaire il y a quelque temps, si ce n'est les sondages d'opinion qui étaient faits à l'époque par ses ennemis. Ouais. Tandis que maintenant, même ses ennemis ont la trouille de fausser les informations, parce que si jamais vous avez qui poursuit pour 20 milliards de dollars, CNBC, je crois, qui avait fait une fausse interview de Mme Harris. Ouais. Donc maintenant, si vous voulez, si le journaliste manque à son devoir de neutralité, il peut se retrouver ruinant la société dans laquelle il travaille. Donc c'est vrai aussi des sondages. Donc il est probable que les sondages, les interviews vont devenir d'un seul coup beaucoup plus balancés. Alors c'est possible, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent aussi un peu de manière empirique. Et d'ailleurs, ce que les sondages d'opinion mesurent sur la popularité de Trump qu'ils ne mesuraient pas à l'époque, c'est que à l'époque, Trump, comment dire, en termes de catégorie d'âge, ceux qui étaient le plus pro-Trump, c'était plutôt les personnes âgées. Et il y avait un côté un peu finalement conservateur, qui n'a pas envie de voir son monde changer, pendant que les jeunes générations, en l'occurrence à l'époque c'était surtout les millennials, eux ils étaient très anti-Trump, vraiment très très pro-démocrate. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. La génération la plus opposée à Donald Trump, c'est justement les baby-boomers. Et plus on se rapproche en fait des générations plus jeunes, plus ces générations se disent pro-Trump. Je trouve ça très ce qui s'est passé comme basculement dans le système électoral américain, c'est qu'il a fait une percée immense chez les Noirs et chez les latinos. Et là, c'est ce qui a fait toute la différence lors des dernières élections.
Et c'est ça que les autres n'ont pas vu du tout arriver, parce qu'ils pensaient que les Noirs et les Latinos, ils allaient toujours voter pour les démocrates. Et ben, dès le moment où ils ont attaqué la famille, voire l'église, etc., les Latinos et les Noirs, ça ne les a pas amusés du tout. Ouais. Et globalement, non seulement donc Trump n'a jamais été aussi populaire, selon voilà, mais en plus de ça, les démocrates n'ont jamais été aussi impopulaires. Oui. C'est-à-dire que, encore une fois, selon les sondages d'opinion, il y a 3 Américains sur 10 qui se disent démocrates. C'est exceptionnellement faible. Et ce chiffre tombe à 2 sur 10 chez les hommes. Là, je veux dire, c'est une hécatombe. Ils savent plus où ils habitent. Ça fait, on a même fait des émissions spéciales là-dessus, Ouais. à l'Institut des libertés, mais qu'est-ce qui arrive aux hommes, etc. C'est que toute la doxa de la woke, c'était d'expliquer que les hommes blancs étaient responsables de tous les malheurs du monde, quoi. Alors, vous voulez bien vous faire insulter et tout, mais quand vous avez bossé toute votre vie, que vous êtes... que le but de votre vie, ça a été de porter une famille, de les enfants à l'âge adulte, de les faire faire leurs études et tout, et que on vous explique que vous avez été une ordure du début à la fin, ça finit par agacer, quoi. Oui. Que vous payez des impôts et que les autres n'en payent pas, Oui, ou qu'ils vivent des produits des impôts qu'on vous pique. On a tout fait. Le but de la gauche, c'est curieux que ça paraisse, ça a été de faire dans la population ce qu'ils ont très bien réussi à faire dans les Noirs, chez les Noirs, d'après Thomas Sowell, c'est-à-dire d'essayer de remplacer le père de famille par l'État. Par l'État. Donc c'était, on vire tous les hommes blancs, et les femmes se vont vers des enfants au gré de leurs avis, et puis on s'occupera de tout ce petit monde, il n'y aura pas de père, mais... Oui, mais il y aura des subventions, du coup tout va bien, quoi. Il y aura des subventions, mais comme les pères ne travaillent plus à ce moment-là, je ne sais pas de des subventions, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est assez peu enthousiasmant comme projet de vie pour les hommes, quoi. Oui, c'est clair. C'est pas bien intéressant d'être viré de chez soi et de jamais voir ses enfants, quoi. Tout à fait. Et donc pourquoi je reparle de ce mouvement culturel aux États-Unis alors qu'on allait parler de l'Europe, c'est parce que ce que je constate, c'est qu'il y a une sorte de mouvement, alors qui est plurifactoriel et dont toutes les réponses ne sont pas identiques, mais on a vu arriver Javier Milei en Argentine, on voit Trump revenir aux États-Unis, en plus de ça plus fort que jamais. On a vu Meloni en Italie, on a vu Orban, on a vu le Polonais, on a vu le phénomène Farage qui se développe en Grande-Bretagne de façon rapide. Et les conservateurs au Canada aussi, avec Poilievre. Les conservateurs au Canada avec Poilievre qui revient. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est à quel point notre droite est incapable d'enfourcher ces chevaux-là. Oui. Moi, c'est en Allemagne, pour une raison qu'on comprend, c'est qu'ils ont de mauvais souvenirs. Oui. Une droite qui s'organise, ça leur plaît. Enfin, c'était même pas la droite, d'ailleurs. Le parti nazi, c'était un parti socialiste, et raciste, mais c'était pas la droite. Mais là, si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est à quel point on a réussi en quelque sorte, déviriliser les hommes français. On ne sait plus très bien. C'est pas une question de masculinité, c'est une question de... si vous voulez, quand j'étais jeune, il y avait quand même des gens comme, je sais pas, Bijard ou des gens comme ça qui étaient... qui respiraient la virilité, vous voyez, c'était quelque chose... Moi, mon prof de philo, c'était un ancien de la Légion étrangère qui était agrégé de philosophie, mais en plus il était de la Légion étrangère, donc si vous voulez, on avait, il était en classe, on avait un homme, c'était pas une femme, c'était pas un prof, c'était un homme, vous voyez ce que je veux dire, il y avait quand même dans les écoles une présence masculine très forte, le prof de gym ou j'en sais rien. Oui, c'était pas Mathieu Slama ou je sais pas qui. Et oui, aujourd'hui, je crois que 85% de l'éducation nationale, c'est des femmes. Alors, j'ai rien contre l'éducation par les femmes, mais il est évident que c'est la première fois dans l'histoire qu'on ait fait éduquer des garçons entre 13 et 19 ans par des femmes. D'habitude, ils allaient toujours se faire éduquer par des hommes et on leur cassait la gueule, je sais plus, au service militaire, et on en apprenait à... Et là, c'est probablement un des bouleversements sociologiques les plus forts qu'il y a eu depuis... dans notre histoire, c'est d'un seul coup, l'éducation est passée complètement dans les mains des femmes.
et je comprends pas très bien ce que je dis en ce moment, mais je ne peux pas imaginer que ça n'a pas un effet profond sur la nature de la masculinité à l'âge adulte. Oui, c'est tout à fait possible. Après, de manière générale, je constate que les individus sont de plus en plus maternés par l'État ou par des figures qui sont des représentants des représentants de l'État. Le rôle du père, c'était de... Si vous voulez, on le dit toujours, que le père, c'était la loi et la mère, c'était l'amour. Donc ça se passait à l'intérieur du foyer, la mère s'occupait des petits, puis quand il sortait, on allait se faire casser la gueule par des hommes, quoi. Oui. Mais le truc, on n'allait pas se faire materner, moi je veux dire. Materner, ça se passait assez peu au service militaire. Mais... Donc cette espèce de truc, on va continuer à materner les hommes, ben ça continue, on arrive à des grands enfants, quoi. Oui, absolument. Bah, je pense que c'est un peu le problème principalement de la génération milléniale, donc celle qui est un petit peu avant la mienne, c'est que c'est une génération qui est restée... on parle souvent des adolescents, c'est-à-dire ceux qui restent un petit peu adolescents, même quand ils sont adultes, et qui jusqu'à 30 ans, 35 ans, voire même 40 ans, en fait, n'ont toujours pas parfois des comportements véritablement d'adultes. Alors ils commencent à travailler, à payer leurs impôts, certes, mais ils ont un mal fou avec la notion de responsabilité. Il y avait en Italie, ça a été suivi d'ailleurs par un effondrement de la natalité, il y avait ce qu'on appelait les vitelloni, c'est-à-dire les veaux sous la mer. C'est-à-dire que les garçons qui vivaient avec leur maman jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans, on appelait ça les veaux sous la mer. Oui, il y a un autre terme pour ça, c'est les mamoni aussi. Oui, c'est voilà, ceux qui restent jusqu'à 35 ans chez leur mère, effectivement, c'est pas forcément très bon, aussi pour la natalité d'ailleurs. Voilà. Vous avez quand même eu une espèce de dévirilisation de la société qu'ils ont essayé de faire aux États-Unis et qui, à l'évidence, a raté. Oui. Parce qu'il y a encore... je connais un peu l'Oklahoma, le Texas et tout. Oui. Et la dévirilisation, ça a eu assez peu de succès là-bas, quoi. C'est à New York. Parce que justement, aussi parce que Washington n'a pas autant d'emprise que Paris sur la métropole. Je pense qu'il y a une grosse. Et puis par exemple, ils vont sans doute fermer le ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. Oui. Eh bien, si vous voulez, ça va rendre complètement, ce qui est déjà en grande partie le cas, l'éducation aux États décentralisée, aux 50 États. Il était évident que du coup, ça va permettre de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et de moins centralisé, quoi. Oui. C'est-à-dire, encore une fois, je ne crois pas je crois que dans un système centralisé, une erreur faite par le centre a un prix beaucoup plus élevé que dans un système décentralisé. Si quelqu'un fait une erreur quelque part, tout le monde le voit au bout de 4-5 ans, on se dit, on va pas faire la même connerie. Oui. Mais si la même connerie est forcée par le sommet, à ce moment-là, vous avez un désastre comme l'éducation nationale française. Et vous vous rendez compte que le système est décentralisé. Il y a peut-être une école qui va déconner, mais bon, elle fermera, puis c'est tout. Oui. Hein. Mais globalement, le système est quand même plus un système est centralisé, plus il est fragile. Oui, absolument. C'est plus il est décentralisé, plus il est antifragile et résilient, effectivement. Bien sûr. Et alors, pour parler un petit peu de l'Europe, on va prendre un pays au hasard, l'Allemagne. Pourquoi je choisis l'Allemagne ? Parce que le 23 février, donc c'est bientôt, il y aura des élections. Oui. Il y aura des élections, donc élections législatives, à la suite de la chute du gouvernement. Le gouvernement n'arrive plus à trouver une majorité. Et donc, selon toute vraisemblance, la CDU devrait arriver en première position. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que, encore une fois, si vous voulez, les partis de droite du style AfD, etc., ont une telle barrière historique à franchir compte tenu qu'on les assimile immédiatement à Hitler. Oui. Que je suis persuadé qu'il doit y avoir un nombre énorme d'Allemands qui se disent je vais voter pour l'AfD, mais je vais pas le dire à ma femme, je vais le dire à personne, quoi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que s'il y a un pays aujourd'hui où je n'ai aucune confiance dans les sondages, c'est l'Allemagne. Je peux me tromper, mais je crois que la surprise va être l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que les partis du centre se sont tellement déconsidérés depuis 20-30 ans que j'imagine personne de raisonnable votant pour ces espèces de, je sais pas, de bouillottes
tiède et un peu dégueulasse, quoi. Ouais. C'est peut-être possible. Après, je crois pas au sondage en Allemagne, mais ouais, bien sûr. Bah après, on le verra, hein. moi je regarde les sondages parce que il y a pas grand-chose d'autre à regarder, effectivement. Et puis si le sondage se trompe, alors là je serai vraiment le premier à le dire, hein, aucun tabou avec ça. Mais c'est vrai que alors on observe quand même sur les dernières semaines globalement une pente plutôt ascendante pour l'AfD et puis une pente légèrement descendante pour la CDU. Donc la CDU c'est l'ancien parti de Merkel, le centre droit, le parti de gouvernement, on va dire. Les fromages blancs. Les fromages blancs, voilà. Alors même si le président actuel de la CDU se veut quand même un peu plus à droite en termes de positionnement que Merkel, mais enfin quand même, on va pas non plus leur faire une immense confiance. Mais il se passe 2-3 trucs intéressants en ce moment. C'est que historiquement, alors il y a un cordon sanitaire qui est extrêmement fort vis-à-vis de l'AfD, encore plus fort qu'en France vis-à-vis du RN, donc dans le monde politique allemand. Et récemment, la CDU a accepté de voter un texte sur la politique migratoire allemande, donc un texte plutôt restrictif sur l'immigration. Présenté par l'AfD, oui. Voilà, présenté par l'AfD, et la CDU a accepté de le voter. Donc c'est une motion qui a été adoptée donc, au Bundestag, qui exigeait du gouvernement fédéral la mise en place de contrôles permanents aux frontières, le rejet des demandes d'asile et la rétention des étrangers sous obligation de quitter le territoire. Alors déjà, on verra si le texte est appliqué, parce que ça aussi c'est encore autre chose. Enfin voilà, il y a une petite digue là-dessus qui a sauté. On verra ce qu'il en est. Madame Merkel est montée au créneau immédiatement en poussant des cris d'orfraie en disant c'est quand même elle qui a ruiné l'Allemagne. Madame Merkel, ça a été le désastre allemand. Si vous voulez, c'était l'abandon du nucléaire, les 2 millions de types qui sont arrivés de Syrie. Il n'y a pas une trahison, une lâcheté qu'elle n'a pas faite. C'était l'abandon de la Bundesbank qui a permis l'abandon de la Bundesbank au profit de la BCE, ce qui a permis, encore une fois, d'enlever toute souveraineté monétaire à l'Allemagne. Donc, Madame Merkel, c'est vraiment, c'est Sarkozy puissance 10, quoi. On n'a pas idée d'une plus grosse traître, mais ça fait rien. Elle a été tellement soutenue par toute la presse dans nos pays. Oui. Et j'en arrive à me poser une question, si vous voulez, c'est que quand même, quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis avec l'histoire de USAID, là, vous savez qu'il y a 6000 journalistes dans le monde qui auraient été financés par ce USAID. J'aimerais bien en avoir la liste. Oui, à mon avis, c'est plus que 6000. Hein. Oui, enfin, de manière indirecte, c'est largement plus que 6000. Mais j'aimerais bien savoir quels sont les journaux qui ont reçu des subventions. Je suis bien persuadé que la CDU a dû recevoir un fric absolument gigantesque dans l'Allemagne et tout. Donc, quand on me disait il y a une partie importante de l'opinion qui n'est pas pour ça, c'était la partie importante de l'opinion qui était achetée par les États-Unis pour dire qu'elle n'était pas d'accord pour ça. Oui. Mais c'est qu'on est aujourd'hui, on peut donc dire qu'avec ce pognon qui était déversé par les États-Unis par cette institution, USAID, nous avons eu des atteintes directes à nos démocraties partout, faites par les États-Unis. Donc, ceux qui devraient être en prison, c'est pas ceux qui ont dit des choses horribles, c'est ceux qui ont reçu ce pognon. Oui. Et qui continuent encore à parader à France Inter ou je sais pas où. J'aimerais savoir à France Inter quels sont les journalistes qui ont su du fric. Est-ce que comment ça s'appelle le truc de gauche là, vous savez, qui fait des enquêtes d'opinion là. Oula. Non, celui qui a la moustache, là, qui ressemble à Staline. Là. Mediapart. Oui, j'aimerais savoir, c'est Mediapart. Est-ce que Mediapart a reçu du pognon? C'est pas impossible. J'aimerais le savoir. Ça doit pas être très difficile à savoir. Je sais que Bill Gates a donné 5 millions de dollars au monde. Oui. Et donc ça explique peut-être la position du monde dans le Covid. L'USAID a filé du pognon aussi à la BBC, par exemple. Oui, mais ce qui est incroyable à la BBC, parce que c'est une organisation d'État payée par les impôts. Donc, en principe, comment même ont-ils pu accepter? Alors, je voudrais savoir si France Inter a reçu du pognon. J'ai vu d'ailleurs que dans les autres sources de financement de la BBC, il y avait aussi, par exemple, l'UNICEF. Quand on se dire, mais à quel moment l'UNICEF finance la BBC? Quand vous filez du pognon à l'UNICEF, vous dites, bah super, ils vont construire des puits en Afrique ou je sais pas quoi, mais vous dites pas, ils vont filer l'argent à la BBC, quoi. Et donc vous avez quand même, on voit, donc l'impression que j'ai en voyant maintenant ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y avait une vraie pieuvre médiatique, qui avait sa source aux États-Unis, qui avait pris le contrôle de toute une série de choses, et qui était la voix de l'Amérique. Vous savez, c'est ce qu'on disait pendant la Deuxième Guerre mondiale, Paris-Mans,
Paris est allemand, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, parce que Radio Paris, c'était la voix des pétainistes. Ouais. Donc aujourd'hui, je me demande si France Inter ment, quoi. J'aimerais bien le savoir. Ah bah oui. Une enquête qui va être faite en France pour savoir les sources de financement de France Inter, j'espère. Hein, j'aimerais bien voir, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui fera l'inventaire total en tout cas. de l'USAID, peut-être faire pays par pays, voir où ont été mis les fonds. Ou journaliste par journaliste, ouais, effectivement, ce serait intéressant de voir. Journal par journal. Ouais, tout à fait. Ah, c'est sûr qu'on a vu des trucs quand même extrêmement inquiétants. Nous, on n'a pas les moyens de le faire ici, mais je suis sûr qu'il y a peut-être des petits journalistes aux États-Unis qui peuvent faire le travail et ensuite nous amener là. Oui, bah de toute façon, on voit des infos un petit peu tous les jours tomber sur des trucs. Alors c'est un peu en vrac, c'est pas hyper organisé. C'est un coup c'est un opéra trans au Venezuela, un coup c'est un festival de diversité, équité, inclusion en Serbie. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Mais donc moi, on n'a pas vraiment si Mediapart, si Le Monde, si le Nouvel Observateur, si Libération ont reçu de l'argent de USAID, ça serait intéressant. Il y a certainement des partis politiques en Allemagne, ailleurs en Europe, ou pas forcément que des partis politiques, évidemment des organes de presse, etc., qui ont été soutenus effectivement par ce genre de programme. Et d'ailleurs, on a vu à quel point, parce que je voulais continuer donc il y a eu cette histoire de la CDU qui a voté un texte, en l'occurrence avec l'AfD, et puis il y a eu aussi le fait que Elon Musk a décidé de soutenir, coûte que coûte, l'AfD, donc la présidente de l'AfD, Alice, son nom de famille m'échappe à l'instant. Enfin bref, vous voyez de qui on parle. On peut difficilement dire qu'elle est une nazie parce que elle vit, donc elle a épousé, je crois, une jeune femme qui est d'origine de Ceylan. Mm-hmm. Donc elle est homosexuelle, mais enfin ça on s'en fout. Donc elle est d'origine de Ceylan et qui, je crois, est plutôt noire. Donc si vous voulez... Ouais. Dans le style la pureté du sang, on a vu pire, quoi. On a vu plus radical dans l'histoire de l'Allemagne, effectivement. c'est vrai. C'est pas du tout un truc que je fais mis à sa décharge, c'est simplement de dire que cette personne a des tendances nazies. Oui, quand on sait ce qu'était le nazisme, c'est vraiment dire n'importe quoi. Oui, effectivement, c'est vraiment de l'abus. Et donc, je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique dans la tête de certains Allemands, parce que cette femme et cette formation politique, jusqu'à assez récemment, était assez marginalisée. Et là, il y a un des types les plus puissants du monde, alors probablement l'homme avec le plus de succès dans le monde en termes d'entrepreneuriat. Et puis aussi, c'est un peu l'homme du président. Et puis il a fait plein d'enfants. Voilà. Enfin bref, il a un certain poids, une certaine importance dans le monde. Donc quand il parle, beaucoup de gens l'écoutent, beaucoup de gens commentent ce que dit Elon Musk toute la journée. Donc par conséquent, quand il commence à soutenir un parti politique autrefois marginalisé, ce parti politique commence à avoir beaucoup plus d'influence et il y a comme une sorte de cap psychologique. Voilà, vous dites la semaine dernière c'était un parti de losers, je vais pas voter pour eux. La semaine suivante il y a littéralement Elon Musk qui dit c'est un super parti politique. Donc peut-être certains dans la tête se disent finalement voilà, on m'embête beaucoup avec ce truc-là, mais finalement, est-ce que c'est pas eux qui doivent diriger l'Allemagne ? Et ça, j'ai toujours eu un gros problème avec ces partis qui sont en dehors de l'arc républicain ou j'en sais rien. Parce que la réalité est toute simple, si vous voulez. Si vous croyez à la démocratie, si vous croyez au vote, si vous croyez à l'égalité des votes, etc., il n'y a que deux possibilités où vous n'avez pas le droit de porter une malédiction sur un parti quel qu'il soit. Et si un parti qui fait que des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas convenables, il doit être interdit. Oui. Mais à partir du moment où un parti est légal, il n'y a pas à dire qu'il n'est pas convenable, qu'on ne doit pas le voir. Voilà. Donc, ou c'est légal, ou c'est illégal. Le truc de c'est immoral, ça n'existe pas. L'immoralité, ça n'existe pas en politique. Il y a ce qui est légal et ce qui est illégal. Oui, tout à fait. Donc cette histoire de faire venir des trucs... Ouais. Je pense pas, par exemple, que... Comment s'appelle le patron, encore une fois, de Mediapart, là ? Oui, Edoui Plenel, qui avait écrit des articles foot bonheur quand les militaires... la prise d'otage de Munich. La prise d'otage de Munich, parce qu'on avait tué des Israéliens et que c'était un très grand coup, je pense pas que son point de vue moral m'intéresse énormément, quoi. Oui. Je veux dire, il n'y a jamais un tyran qui l'a pas aimé, enfin bref. Donc, tout ça...
Allez dire, j'ai le droit de vous dire ce pourquoi vous pourriez voter parce que j'ai une morale supérieure à la vôtre. J'ai envie de lui dire au gars, je vais te casser la gueule, quoi. Tu vas pas, d'abord, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui te permet de dire ça? Ouais. Je suis 1000 fois d'accord. C'est pas M. Macron qui a fait des choses morales qui me font un plaisir fou, quoi. J'ai pas l'impression. Enfin, j'en sais rien. Ou Mme Macron, d'ailleurs. C'est clair. Et ce qui va être intéressant de regarder en Allemagne, ça va être la disparité géographique. Donc on en a déjà parlé. Le problème, c'est si toute l'Allemagne de l'Est devient AfD. Alors, selon les sondages, encore une fois, parce que pareil, bon, voilà, c'est un peu le seul référentiel qu'on a pour le moment. Ensuite, on verra les résultats. Mais la CDU, elle fait à peu près un peu plus de 30% en Allemagne de l'Ouest. Et l'AfD, elle est créditée à 18, 19, 20. Oui, dans ces eaux-là. En Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Ouest, tout à fait. Donc on a un différentiel d'une dizaine de points entre les deux, en faveur de la CDU. Et en Allemagne de l'Est, c'est absolument l'inverse. On a plutôt 26, 27, jusqu'à 32, 33 points donnés à l'AfD. Et c'est plutôt une vingtaine donnés à la CDU. Donc encore une fois, on a un différentiel d'environ 10 points, mais cette fois-ci en faveur de l'AfD. Alors, après, il faut dire qu'il n'y a que 16 millions d'habitants en Allemagne de l'Est et 67 en Allemagne de l'Ouest. Bon, enfin, c'est quand même un grand territoire, l'Allemagne de l'Est, assez important géographiquement. Et donc, il faut aussi composer avec toute cette partie du pays dont visiblement, probablement plus d'un tiers va voter pour l'AfD. Et surtout qu'ils sont un pays qui, pour des raisons historiques, une partie du pays qui a eu des liaisons avec la Tchéquie, avec la Pologne, avec la Hongrie, ouais. Où, si j'ose dire, l'AfD locale est au pouvoir, quoi. Et donc, si vous voulez, ça ferait une espèce de bloc centre-européen qui peut se retrouver facilement en Europe. Donc, ça fait sauter un petit peu l'Europe de l'Atlantique, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que tout ça est intéressant. C'est que, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que si l'Allemagne de l'Est l'AfD devient majoritaire, c'est un échec épouvantable pour la réunification. Ouais. Oui, c'est clair. Bah là, on a. L'étape suivante, c'est que l'Allemagne de l'Est demande son indépendance. Ouais, c'est clair. Bah oui, en même temps, ils auraient pas voté pour ça. S'il y a un gouvernement à l'issue de ces élections qui est tout sauf AfD et qui serait compliqué à gérer en plus parce que déjà le gouvernement actuel il a pas tenu, donc voilà, c'est compliqué. Mais là, par conséquent, la CDU serait obligée de gouverner par conséquent avec le SPD. Donc c'est ceux qui sont. C'est tout ce qu'on essaye de faire en France. C'est le Parti socialiste et ce qui reste du Parti républicain. Ouais. Comme chevaux de retour crasseux, plein de puces et qu'on n'a pas envie de voir. Il n'y a pas pire, quoi. Vous imaginez un gouvernement où vous auriez, je sais pas, Madame Pécresse avec Monsieur Fabius. Enfin, vous voyez, ça meurt. Ouais, bah c'est le grand moment de lassitude. Cela dit, c'est quasiment ce qui se passe en ce moment, mais mais cela dit, ça montre une crise politique. Ça, le grand homme d'espoir, c'est Bayrou, quoi. Ouais. Vous dites sauf qu'il peut, quoi. Bayrou au pouvoir, vous partez en courant, quoi. Et faut dire aussi d'autres trucs, c'est qu'il y a deux partis politiques, le FDP, donc c'est plus les centristes allemands, et Die Linke, c'est plutôt l'extrême gauche, c'est un peu l'équivalent de la France insoumise chez nous, on va dire. Ces deux partis risquent de disparaître du Parlement. Pendant qu'il y en a un autre qui, lui, va apparaître, donc c'est le BSW, c'est un parti de gauche qui est plutôt anti-Union Européenne, anti-OTAN, voilà. C'est surtout un parti de gauche qui est très marrant, qui est très anti-immigration. Oui, tout à fait. C'est ça qui a de poilant, c'est donc que vous avez maintenant une partie de la gauche en Allemagne qui devient violemment anti-immigration. Alors en France, pour l'instant, cette partie de la gauche, elle est plutôt allée, mettez les anciens communistes, elle est plutôt allée vers le Rassemblement national. Oui, mais le Rassemblement national fait tellement de choses pour se ressembler maintenant à la démocratie chrétienne que peut-être ils vont aller ailleurs, quoi. Oui, mais effectivement, en fait, ils ont une ligne politique qui est relativement comparable à celle du RN, d'autant plus, en fait... Le RN d'autrefois, surtout, du FN, je dirais. En fait, le FN de l'époque Philippot, en fait, un petit peu. C'est un peu, voilà, c'est-à-dire très... le RN d'aujourd'hui... Très social, mais effectivement très méfiant. Social, national. Ouais, tout à fait. On n'est pas loin de... Attention. Oui, c'est pas national-social, c'est social-national. Mais remarquez, si mes souvenirs sont bons, Chevènement avait écrit un bouquin qui était en faveur du social-nationalisme. Ouais, mais c'est un peu la ligne donc, Chevènement. Ouais.
Même s'il s'est retrouvé au final à soutenir quand même Macron, mais effectivement le chevènement d'il y a 20 ans était un peu plus punchy que... Puis il a peut-être des besoins financiers, le pauvre garçon. Possiblement, ouais. Et donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais sur l'Allemagne. Et après, il y a aussi, je voulais réévoquer le Royaume-Uni. Alors, il n'y a pas grand-chose de nouveau au Royaume-Uni, mais enfin, il y a quand même une tendance qui se confirme sur la progression de réformes dans l'opinion. Donc, réforme de Nigel Farage, on en a parlé maintes fois. J'ai vu qu'il y avait un sondage... C'est très important de dire quelque chose, on sous-estime toujours le rôle des individus dans l'histoire. Mais sans Farage, l'Angleterre serait jamais sortie de l'Europe. Oui. Et Farage est en train de détruire le Parti travailliste et le Parti conservateur en Angleterre. À la fois. Donc vous voyez le rôle qu'un homme seul, dont certains de la parole, qui comprend les gens, qui va boire une bière avec eux, qui sait parler au peuple, d'un seul coup, il fait tourner l'histoire. Donc c'est ce que disait Solzhenitsyn, le long fleuve de l'histoire va toujours dans le même sens, sauf quand il y a un type qui tombe dans un torrent et qui fait partir le torrent dans l'autre sens. C'est-à-dire que la beauté de l'histoire, c'est qu'elle n'est pas prévisible et que de temps en temps, il y a un gars qui tombe dans le torrent, comme l'a fait Solzhenitsyn, et qui fait changer le cours de l'histoire. Moi, c'est ça qui me plaît. Farage, il sort de nulle part. Ça a été un trader de matières premières dans la City. Il n'a pas été à Eton. Il n'était pas d'une famille d'aristocrates, mais il n'était pas non plus d'une famille de mineurs dans le Pays de Galles. C'est un Anglais moyen, mais son action est en train de changer le cours de l'histoire de la Grande-Bretagne. Oui. Et chaque fois que j'en parle à des Anglais, bien élevés, parce que les autres, je les connais moins bien, parce que j'étais dans la City, si vous voulez, ils détestent Farage. Donc, vous sentez que Farage est en train de parler au nom de la nouvelle Angleterre, en quelque sorte, de ce qui est en train d'exister aujourd'hui. Pas de ce qui existait il y a 50 ou 100 ans. La différence entre les syndicats et les grands propriétaires terriens, bon, ça, c'est fini. Et donc, il y a un homme qui commence à sortir pour parler au nom. J'aimerais bien qu'il y en ait un comme ça qui naisse en France, quoi. Oui, c'est clair. Effectivement, je pense que sans Farage, il n'y a pas de Brexit. Et actuellement, en plus de ça, Farage bénéficie en plus d'un déficit de charisme de ses opposants politiques. Parce que, bon, cette femme... Vous croyez qu'en France, on a des gars qui ont un excédent de charisme politique ? Non, j'en connais pas trop. J'ai pas d'exemple en tête, clairement. Et c'est peut-être l'AfD, peut-être cette femme que j'ai écoutée, tiens, d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, elle a quelque chose à dire. Vous savez, c'est pas comme Jean-François Copé, que j'avais écouté une fois, là, qui avait parlé 1 heure, 1 heure et demie, et à la fin, j'avais regardé mon voisin, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Parler 1 heure et demie pour ne rien dire. Là, elle parle 10 minutes, cette femme, et elle envoie des messages assez forts. Donc, c'est ça l'homme politique, c'est le gars qui a des... Oui, je suis 1000 fois d'accord. Donc on n'a plus d'hommes politiques, on a maintenant des hommes de communication. Et donc, encore une fois, je suis un peu monsieur sondage de l'émission, mais j'ai vu un sondage YouGov là, d'il y a quelques jours, qui récapitulait les différents scores aux élections précédentes donc au Royaume-Uni et qui faisait des prédictions sur si on refaisait les élections ce dimanche, qu'est-ce qu'on voterait. Et donc, les conservateurs passeraient de 24,5% à 18%, le Labour passerait de 35% à 25% et le Reform passerait de presque 15% à 29%, c'est-à-dire il doublerait son score et ça lui donnerait, alors ça aussi c'est hyper difficile à estimer, c'est les trucs, voilà, mais le sondage en l'occurrence donnait 250 sièges au Reform, ce qui fait pas tout à fait une majorité, il manque 70 sièges, mais enfin on est quand même sur une dynamique extrêmement puissante. Bon, encore une fois là-dessus il faut être très prudent parce que prédire le nombre de sièges, surtout quand on a des tripartites comme ça à un tour et qu'on a 3 parties, c'est vraiment hyper difficile. Il peut en avoir 250 ou 500, c'est ça. Et voilà, exactement. Pour 1% par-ci, 1% voilà, s'ils votent à 29%, ce serait peut-être dans ces eaux-là, mais enfin le jour du vote, si on passe de 29 à 32, vous pouvez passer de 250 sièges à 400. Ce qui s'est passé avec les travaillistes, ils ont aujourd'hui 400 députés, je crois.
à la Chambre. Oui, tout à fait. Et ils n'ont jamais eu aussi peu de voix en nombre absolu. Oui, absolument. Tout à fait. C'est simplement parce qu'il y a Farage qui a foutu le merdier chez les conservateurs. Donc, vous avez une minorité de socialistes qui aujourd'hui gouvernent avec une majorité écrasante à la Chambre, ce qui pose un problème quand même de représentativité, de légitimité. C'est clair. Si on ajoute réforme au vote des conservateurs, les conservateurs auraient fait 10% de plus que le Labour. Donc, peut-être pas 10, mais attendez, 5% de plus. Oui, alors il faut savoir un petit peu la carte électorale de l'Angleterre, c'est que tout le sud des États-Unis, c'est plutôt conservateur, c'est là. Puis vous avez cette grande trouée, cette grande barre qui remontait en Angleterre jusqu'à l'Écosse, où il y avait toutes les grandes villes industrielles, où il y avait les mines de charbon, etc. Et ça avait toujours été travailliste. Et ce qui s'était passé lors de l'avant-dernière élection, c'est que tous ces travaillistes avaient voté conservateur parce que Farage leur avait demandé de voter conservateur. Donc on sait très bien que toute cette grande base industrielle qui passe à Birmingham, à Manchester, etc., tout ça, c'est maintenant le territoire de Farage. Oui, tout à fait. Et aussi, ce parti politique vient de dépasser un seuil quand même assez important de 200 000 adhérents. À titre de comparaison, le RN, c'est le parti politique qui a de loin le plus grand nombre d'adhérents en France. Ils en revendiquent 100 000. Donc c'est pas mal, mais déjà j'ai envie de dire la France est plus peuplée que le Royaume-Uni, donc en toute logique il devrait en avoir plus. Et puis le Réforme, c'est un parti aussi beaucoup plus nouveau, donc alors peut-être ils ont une dynamique de nouveauté, mais c'est quand même assez énorme. 200 000 adhérents comme ça, c'est assez impressionnant. Et alors ce qui se passe aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui est très curieux, c'est que nous on a des problèmes avec les juges. Hein. Vous savez, avec les juges, la criminalité, tout ça, c'est clair. Et alors, en Angleterre, les systèmes de police sont pas organisés, ils n'ont pas de ministère de l'Intérieur, pas vraiment, ils sont organisés par région ou par comté, etc. Et alors là, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de collision qui s'était posée entre les partis de gauche et la police pour pas poursuivre certains criminels qui avaient, qui étaient pas bien, enfin bref. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Certains criminels qui méritaient pas d'être punis, mettons. Et donc, ça veut dire que maintenant, on a les gens qui ont compris que les travaillistes locaux préféraient être réélus plutôt que d'empêcher leur petite fille d'être violée, quoi. Oui. Et ça aussi, c'est un coup terrible pour le Parti travailliste, quoi. C'est clair. Et c'est beaucoup plus net qu'en France, parce qu'en France, l'organisation de la justice et de la police est centralisée, donc on dit les juges, ils ont tous été à Bordeaux, ils sont tous à gauche. Bref, là, c'est local. Oui. Là, c'est local. Donc c'est votre parlementaire qui a demandé au chef de la police, qui se trouvait de son cousin ou je sais pas quoi, de pas poursuivre les gamins, parce que sinon ils seraient pas réélus, ce qui fait mauvais effet, quoi. Oui, effectivement, c'est-à-dire que en France, alors il y a pas vraiment de justice. On sait pas qui en vouloir en France. Oui. C'est-à-dire qu'en France, nous, c'est pas tellement de la corruption vis-à-vis de la justice, c'est juste que les juges, en leur fort intérieur, ont des convictions qui font qu'il faut libérer tout le monde et chacun a droit à une 76e chance, quoi. Et au Royaume-Uni, c'est un peu différent, c'est qu'effectivement, on peut un peu plus parler de corruption au niveau local. On voit la responsabilité de l'homme politique local qui a demandé à la police locale de ne pas suivre des... Là, c'est facile. Tandis qu'en France, le type, il fait partie du syndicat de la magistrature, qui est un truc... Puis en plus, vous êtes... la criminalité, c'est le type à la ministre de l'Intérieur qui est responsable. Donc, il y a pas... Encore une fois, on voit le côté régional de la chose qui permet de donner des responsabilités aux gens beaucoup plus facilement. C'est votre faute, c'est vous qui l'avez fait. Si vous allez dire au ministre de la Justice... Dupond-Moretti, c'est lui qui est responsable de la mort de la petite Louise, ou j'en sais rien, vous pouvez pas. Parce que là, c'est le cas. Effectivement. Plus la responsabilité est proche de la base, plus il est facile de savoir quel est le salopard. Tout à fait. Et derrière, pour revenir sur la France, nous, on est un peu dans une autre situation. On a l'impression qu'on n'a aucune volonté de se dépêtrer en fait, de notre situation actuelle. C'est pas qu'on n'a aucune volonté. S'il y a des hommes qui apparaissent, il y a des gens qui apparaissent, c'est pas qu'on n'a aucune volonté. C'est que cette extrême centralisation de la France fait que si vous n'êtes pas au centre, vous pouvez rien faire. Oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez...
dans les hôpitaux, tout ça, tout a été capturé par Paris. Donc le vrai problème de la France, c'est qu'il y a peut-être des gars de bonne volonté qui pourraient régler les problèmes localement, mais on ne peut pas leur faire appel à eux parce que la solution, elle n'est pas là, elle est là en haut. Donc le vrai problème de la France, c'est qu'on a des problèmes particuliers par région, mais que ces problèmes particuliers ne peuvent pas être réglés puisque la solution est au sommet et que le sommet est dans les mains de couilles molles. Et donc on a un gros problème. Oui. Et cependant, on a une source d'espoir, on va dire, enfin, c'est pas tellement une source d'espoir, mais enfin, on va se comprendre. C'est que cette semaine, on a une IA française qui est sortie, qui s'appelle Mistral, et qui apparemment est pas mal du tout. Je l'ai testé un petit peu. Alors déjà, il faut dire qu'elle est très rapide. Selon certains, elle est plus performante que ChatGPT. Selon d'autres, c'est pas le cas. Enfin voilà, on sait pas trop. Enfin, elle est pas mal quand même. Elle prend d'assaut l'Apple Store, le store des applications. Et donc apparemment ça devient une IA assez populaire et pas mal de gens en parlent dans le monde. Alors il y a aussi beaucoup d'autres pays européens qui essayent de tirer un peu la couverture vers eux en disant « Ah regardez, dans l'Union Européenne on sait faire des trucs aussi ». Bon les gars, désolé, mais enfin là c'est pas l'Union Européenne, là c'est des Français. Hein. Oui mais ça, on a fait ça pour l'électricité, ça nous a pas réussi. Hein. On va se le faire piquer. Non mais ce qui va plus rigoler c'est le président de la République qui ne saurait pas faire la différence entre une intelligence artificielle et une connerie naturelle, quoi. Ça, il n'en a jamais été capable d'ailleurs, et qui va mettre 150 milliards d'euros dans le développement de l'intelligence artificielle en France. Oui. Mais on n'a pas le premier sou, Coco. Oui. Où est-ce que tu vas les prendre, ces 150 milliards d'euros ? En fait, c'est extrêmement gênant parce que, alors déjà, ils se réapproprient totalement le succès de cette intelligence artificielle. Voilà, c'est-à-dire que des Français ont fait un truc, Macron il se dit, ah, c'est comme si c'est moi qui l'avais fait. Oui, non. Ça c'est probablement fait contre lui, d'ailleurs. En fait, on l'a pas fait grâce à toi, on l'a fait malgré toi. C'est ça qu'il doit comme comprendre. Tout ce qu'ils fait en France, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, le milieu de l'intelligence artificielle, c'est très bien d'investir dans l'intelligence artificielle, mais ce milieu-là n'a pas besoin d'investissement de l'État. Et l'État, comme vous le dites, n'a pas l'argent en fait pour faire ces investissements. Ce qu'il faut, c'est encourager, mais juste en dérégulant, les investissements privés vers des acteurs de l'intelligence artificielle en France et, si vous voulez, en Europe, si ça vous amuse. Mais à aucun moment, il faut centraliser le truc en disant alors on va mettre plein de réglementations partout. On va mettre Madame van der Leyen à la tête de l'intelligence artificielle en Europe. Et Thierry Breton pour la guider, pour bien compléter le tout. Et derrière, faire des investissements ultra centralisés sur quelques boîtes qu'on aura bien ciblées. Et qui vous diront ce qu'il faut penser. Voilà. Parce qu'on vous dira, non, ça je peux pas le dire parce que... Oui, si derrière la France investit dans Mistral, Mistral va devoir respecter certaines conditions d'utilisation bien... Hein. Donc je suis sûr que d'ici 5 ans, l'IA sera encore moins bonne qu'elle ne l'est aujourd'hui si l'État français met son nez dedans. La question à l'IA, est-ce que tel ou tel créateur de religion était pédophile? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous lui poser ce genre d'hypothèse. Bien entendu, je le fais pas, mais imaginez qu'il y ait des mauvais esprits qui posent ça à l'IA. Je suis bien sûr qu'il y aura des barrières qui auront été mises pour qu'on parle de tout sauf du sujet important quand même. Oui. Aujourd'hui, on peut lui poser par exemple des questions sur les liens entre immigration, criminalité, ce genre de choses. Elle vous répond en donnant des sources officielles. Je suis persuadé que c'est le genre de questions, puisque c'est le genre de truc qui fait souvent polémique sur divers plateaux télé. C'est le genre de questions où si l'État français met son nez dedans, direct, elle vous répondra non, vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir, ne vous posez pas la question. Ouais. D'ailleurs, pourquoi dans les pays où il n'y a pas ce genre d'immigration, comme la Pologne, la Hongrie, il n'y a pas de criminalité non plus, c'est bizarre. Ouais, en tout cas, il n'y a pas la même criminalité, ça c'est sûr. C'est bizarre. Non, mais on ne va pas parler de ça parce que ça nous amène vraiment au gros sujet. On ne va pas commencer à évoquer le sujet. Donc, comme je le disais toujours, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. Je veux dire, j'ai très peur qu'une intelligence artificielle qui soit manipulée par les systèmes politiques n'ait que des réponses idiotes. Ouais. Et c'est pour ça que je parle. Le danger, c'est la connerie.
c'est pas l'intelligence. D'ailleurs, dès que c'est des types du CNRS qui sortent une intelligence artificielle, ça donne Lucie, c'est vraiment pas terrible. C'est pour ça qu'il faut fermer le CNRS. Voilà, ça sert absolument à rien. De toute façon, ils s'en servent pour faire tout et n'importe quoi. Là, récemment, ils ont créé un site pour aider les gens à quitter Twitter, X. Le truc, ils utilisent de l'argent public pour faire des trucs qui, en plus de ça, marchent très mal parce qu'apparemment, ceux qui l'ont utilisé s'en plaignent. Donc on a envie de dire, vous avez peut-être autre chose à foutre les copains, quoi. Et donc en l'occurrence, 3 gars, j'exagère, mais enfin il y a principalement 3 mecs qui sont à la tête de cette société Mistral, qui ont fait donc cette intelligence artificielle qui apparemment est très prometteuse. Ça c'est très bien. Il ne faut absolument pas que l'État français les rachète ou je ne sais quoi, mais il faut juste leur donner les conditions de leur développement, parce que sinon, je vous le dis, je vous le donne en mille, ils vont se développer aux États-Unis. Sire, vous savez, c'est la vieille histoire de Louis XIV, Saint-Malo avec les armateurs, et qui était venu voir les armateurs en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Ils avaient tous répondu « Sire, surtout ne faites rien, vous nous avez déjà assez aidés. » Quand l'État français comprendra qu'il est nul dans tout ce qui est création de valeur, la France aura fait un progrès immense. C'est clair. Bon. Tiens, il y a Jeeves qui trouve qu'il faut rentrer. Ouais. Voilà, donc de toute façon, ça s'applique à peu près tous les domaines, je crois. L'éducation, surtout, ne faites rien. Il y avait 2 éducations en France, on a essayé de supprimer l'éducation de qualité qui donnait l'Église. On se retrouve maintenant avec une éducation qui est en train de s'effondrer. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a plus de concurrents. Effectivement. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut en France pour réussir. On a on a des entrepreneurs absolument fantastiques. On a des esprits brillants qui sont là, non pas grâce à Emmanuel Macron, mais malgré Emmanuel Macron, pas que lui, mais ceux qui l'ont précédé aussi, qui étaient un peu dans la même veine. Et tout ce qu'on a à faire, c'est en fait juste les laisser faire, les laisser respirer, leur donner de la liberté, et c'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'investissement de l'État ou je ne sais quoi. Et leur permettre de se casser la gueule, parce que la différence, encore une fois, entre les États-Unis et la France, c'est qu'un type comme Steve Jobs, qui a créé Apple, il s'est cassé la gueule un nombre de fois, 6 ou 7 fois, il s'est gouré, il a fait des conneries. Ouais, c'est clair. Il a tout perdu. Puis il a créé Apple à la fin, mais entre autres choses. Et nous, si vous voulez, si un type se casse la gueule une fois, il est cuit à jamais. Ouais. Il est rayé. Donc, encore une fois, c'est pas la capacité de réussir qui compte, c'est la capacité de se casser la gueule et d'essayer à nouveau. C'est ça, en quelque sorte. On dit, tu t'es cassé la gueule, mon grand, mais je suis sûr que tu as appris beaucoup pendant que tu te cassais la gueule sur ce qu'il fallait pas faire. Donc maintenant, tu es un meilleur risque. Oui. Encore une fois, on materne les individus, mais on materne aussi les entreprises. Une fois que vous avez réussi une fois, l'État va faire en sorte que vous gardiez une manne, un monopole, ce genre de choses. Et vous allez devenir un vieux croulant et vous reposiez en fait sur l'innovation. Il ne faut pas permettre au profit de se transformer en rente. Absolument. Voilà. C'est ça l'idée de base. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se casser la gueule, il ne faut pas permettre au profit, dès que quelqu'un veut transformer ses profits en rente, il faut le mettre en prison. C'est qu'on arrive dans une société, en tout cas une économie inefficace. Enfin voilà, je crois qu'on a couvert pas mal le sujet Donc, de l'Europe. Pour revenir à l'Europe de départ, ce qu'on a dit, c'est très simple, c'est laisser les Européens faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire être différents les uns des autres, et inventer librement, et qu'ils puissent prendre leurs inventions et les porter d'un pays à l'autre, et tout ira très bien, merci. Donc surtout, pour que l'Europe existe, il faut supprimer l'Europe politique. L'Europe politique est ce qui empêche à l'Europe d'émerger. Absolument. Ce qui est quand même curieux. Absolument. En fait, toute forme de centralisation, que ce soit vers Paris ou vers Bruxelles, empêche l'Europe de se développer, en fait. Et c'est exactement ça. Voilà, je crois on peut terminer là-dessus. Je pense que c'est un message assez fort. Et sur ce, je vous remercie, bien sûr, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles émissions sur l'Institut des Libertés. Et merci beaucoup.